Chapitre 3. Il est évident qu'il faut acquérir la science des causes premières, puisque nous ne pensons savoir une chose que quand nous croyons en connaître la première cause. Or, on distingue 4 sortes de causes. La première est l'essence et la forme propre de chaque chose, car il faut pousser la recherche des causes aussi loin qu'il est possible. Et c'est la raison dernière d'une seconde cause. Et là, le principe et la cause. La seconde cause est la matière et le sujet. La troisième, le principe du mouvement. La quatrième, enfin, celle qui répond à la précédente, la raison et le bien des choses. Car la fin de tout phénomène et de tout mouvement, c'est le bien. Ces points de vue ont été suffisamment expliqués dans les livres de physique. Reprenons cependant les opinions des philosophes qui nous sont précédés dans l'étude des êtres et de la vérité. Il est évident qu'eux aussi reconnaissent certaines causes et certains principes. Cette revue peut donc nous être utile pour la recherche qui nous occupe, car il arrivera que nous rencontrerons un ordre de causes que nous avions omis, ou que nous prendrons plus de confiance dans la classification que nous venons d'exposer. La plupart des premiers philosophes ont cherché dans la matière les principes de toute chose, car ce dont toute chose est, d'où provient toute génération et où aboutit toute destruction. L'essence restant la même et ne faisant que changer d'accident. Voilà ce qu'il s'appelle l'élément et le principe des êtres. Et pour cette raison, ils pensent que rien ne naît et que rien ne périt, puisque cette nature première subsiste toujours. Nous ne disons pas d'une matière absolue que Socrate naît lorsqu'il devient beau musicien, ni qu'il périt lorsqu'il perd ses manières d'être, attendu que même Socrate, sujet de ces changements, n'en demeure pas moins. Il en est de même pour toutes les autres choses, car il doit y avoir une certaine nature, unique ou multiple, d'où viennent toutes choses. C'est la subsistant, la même. Quant au nombre et à l'espèce de ces démons, on ne s'accorde pas. Thalès, le fondateur de cette manière de philosopher, prend l'eau pour principe, et voilà pourquoi il a prétendu que la terre reposait sur l'eau, amené probablement à cette opinion parce qu'il avait observé que l'humide est l'aliment de tous les êtres, et que la chaleur elle-même vient de l'humide et en vie. Or, ce dont viennent les choses et leurs principes, c'est de là qu'il tira sa doctrine, et aussi de ce que les germes de toutes choses sont de leur nature humide, et que l'eau est le principe des choses humides. Plusieurs pensent que dès la plus haute antiquité, bien avant notre époque, les premiers théologiens ont eu la même opinion sur la nature, car ils avaient fait l'océan et Thétis, auteur de tous les phénomènes de ce monde, et ils montrent les dieux jurant par l'eau que les poètes appellent le Styx. En effet, ce qu'il y a de plus ancien et ce qu'il y a de plus saint, et ce qu'il y a, c'est le serment.
Y a-t-il réellement un système physique dans cette vieille et antique opinion? C'est ce dont on pourrait douter. Mais pour Thalès, on dit que telle fut sa doctrine. Quant à Hippon, sa pensée n'est pas assez profonde pour qu'on puisse le placer parmi ses philosophes. Anaximène et Diogène prétendaient que l'air est antérieur à l'eau et qu'il est le principe des corps simples. Ce principe est le feu, selon le passe de Métaponte et Héraclite d'Éphèse. Empédocle reconnut 4 éléments, ajoutant la terre à ceux que nous avons nommés. Selon lui, ces éléments subsistent toujours et ne deviennent pas, mais le seul changement qu'ils subissent est celui de l'augmentation ou de la diminution lorsqu'ils s'agrègent ou se séparent. Anaxagoras d'Éclasomène, qui naquit avant ce dernier, mais qui écrivit après lui, suppose qu'il y a une infinité de principes. Il prétend que toutes les choses formées de parties semblables, comme le feu et l'eau, ne naissent et ne périssent qu'en ce sens que leurs parties se réunissent ou se séparent, mais que du reste, rien ne naît ni ne périt, et que tout subsiste éternellement. De tout cela, on pourrait conclure que jusqu'alors, on avait considéré les choses que sous le point de vue de la matière. Quand on a fut là, la chose elle-même força d'avancer encore et imposa de nouvelles recherches. Si tout ce qui naît doit périr et vient d'un principe unique ou multiple, pourquoi en est-il ainsi et quelle en est la cause? Car ce n'est pas le sujet qui peut se changer lui-même. Les reins, par exemple, et le bois ne se changent pas eux-mêmes. Ils ne se font pas leur statut, l'autre lit. Mais il y a quelque chose à ce changement. Or, chercher cette cause, c'est chercher un autre principe, le principe du mouvement, comme nous disions. Ceux des anciens qui, dans l'origine, touchèrent ce sujet et qui avaient pour système l'unité de substance, ne se tourmentèrent pas de cette difficulté, mais quelques-uns de ces partisans de l'unité, inférieurs en quelque sorte à cette question, disent que l'unité est tout ce qui est réel, n'admet pas de mouvement, ni pour la génération et la corruption, ni même pour tout autre changement. Aussi, de tous ceux qui partent de l'unité du tout, mais un s'est occupé de ce point de vue, si ce n'est peut-être Parménide, et encore, ne le fait-il qu'autant qu'à côté de son système de l'unité, il admet en quelque sorte 2 principes, mais ceux qui admettent la pluralité des principes, le chaud et le froid par exemple, ou le feu et la terre, étaient plus à même d'arriver à cet ordre des recherches, car ils attribuaient au feu la puissance motrice, à l'eau, à la terre et aux autres éléments de cette sorte, la qualité contraire. Après ces philosophes et de pareils principes, comme ces principes étaient insuffisants pour produire les choses, la vérité elle-même, comme nous l'avons déjà dit, força de recourir à un autre principe. En effet, il n'est guère vraisemblable que ni le feu ni la terre, ni aucun autre élément de ce genre soit la cause de l'ordre et de la beauté qui règne dans le monde, éternellement chez certains êtres, passagèrement chez d'autres, ni que ces philosophes aient une pareille pensée. D'un autre côté, rapporter un tel résultat au hasard ou à la fortune n'a pas été raisonnable. Aussi, quand un homme vint dire qu'il y avait dans la nature, comme dans les animaux,
Une intelligence qui est la cause de l'arrangement et de l'ordre de l'univers. Cet homme parut seul avoir conservé sa raison au milieu des folies et de ses devanciers. Or, nous savons avec certitude qu'Anaxagoras entre le premier dans ce point de vue. Avant lui, Hermotime de Clazomène paraît l'avoir soupçonné. Ces nouveaux philosophes érigèrent en même temps cette cause de l'ordre en principe des êtres, principe doué de la vertu d'imprimer le mouvement. On pourrait dire qu'avant eux, Hésiode avait entrevu cette vérité. Hésiode ou quiconque a mis dans les êtres comme principe l'amour ou le désir, par exemple Parménide, celui-ci dit en effet dans sa théorie de la formation de l'univers, il fit l'amour le premier de tous les dieux. Hésiode dit de son côté, avant toute chose était le chaos, ensuite la terre au vaste sein, puis l'amour, le plus beau de tous les immortels. Comme s'il s'avait reconnu la nécessité d'une cause dans les êtres capables de donner le mouvement et le lien aux choses. Quant à la question de savoir à qui appartient la priorité, qu'il nous soit permis de la décider plus tard. Ensuite, comme à côté du bien dans la nature, on voyait aussi son contraire. Non seulement de l'ordre et de la beauté, mais aussi du désordre et de la laideur. Comme le mal paraissait même l'emporter sur le bien et le laid sur le beau, un autre philosophe introduisit l'amitié et la discorde, causes opposées de ces effets opposés, car si l'on veut suivre de près Empédocle et s'attacher au fond de sa pensée, plutôt qu'à la manière presque enfantine dont il l'exprime, on trouvera que l'amitié est la cause du bien et la discorde celle du mal, de sorte que peut-être n'aurait-on pas tort de dire qu'Empédocle a parlé en quelque manière et a parlé le premier du bien et du mal comme principe, puisque le principe est tous les biens tel est le bien lui-même et le mal le principe de tout ce qui est mauvais. Jusqu'ici, nous avons vu ces philosophes reconnaître deux des genres de causes déterminées par nous dans la physique, la matière et le principe du mouvement, mais ils l'ont fait confusément et indistinctement, comme agissent dans les combats les soldats mal exercés. Ceux-ci frappent souvent de bons coups et dans la mêlée, mais ils le font sans science. De même, nos philosophes paraissent avoir parlé sans bien savoir ce qu'ils disaient, car l'usage qu'on les voit taire de leurs principes est nul ou peu s'en faut. Anaxagoras se sert de l'intelligence comme d'une machine pour faire le monde, et quand il désespère de trouver la cause réelle d'un phénomène, il produit l'intelligence sur la scène. Mais dans tout autre cas, il aime mieux donner aux faits une autre cause. Empédocle se sert davantage, mais d'une manière insuffisante encore, de ses principes, et dans leur emploi, il ne s'accorde pas avec lui-même. Souvent, chez lui, l'amitié sépare, la discorde réunit. En effet, lorsque dans l'univers, les éléments sont séparés par la discorde, toutes les particules de feu n'en sont pas moins unies en un tout, ainsi que celles de chacun des autres éléments. Et lorsqu'au contraire, c'est l'amitié qui unit tous les éléments, il faut bien pour cela que les particules de chaque élément se divisent. Empédocle fut donc le premier des anciens qui employa en le divisant le principe du mouvement. Il ne supposa plus une cause unique, mais deux causes différentes et opposées. Quant à la matière, il est le premier qui ait parlé des quatre éléments. Toutefois, il ne s'en sert pas comme s'ils étaient quatre, mais comme s'ils n'étaient que deux, à savoir le feu toute seule et en opposition au feu,
la terre, l'air et l'eau, ne faisant qu'une seule et même nature. C'est là, du moins, ce que ces vers donnent à entendre. Voilà, selon nous, la nature et le nombre des principes d'Empédocle. Leucippe et son ami Démocrite disent que les éléments primitifs sont le plein et le vide, qu'ils appellent l'être et le non-être. Le plein ou le solide, c'est l'être. Le vide ou le rare, c'est le non-être. C'est pourquoi ils disent que l'être n'existe pas plus que le non-être, parce que le corps n'existe pas plus que le vide. Telles sont, sous le point de vue de la matière, les causes des êtres, et de même que ceux qui posent comme principe une substance unique, expliquent tout le reste par les modifications de cette substance, en donnant pour principe à ces modifications le rare et le dense. De même aussi ces philosophes placent dans les différences les causes de toutes choses. Ces différences sont au nombre de 3, la forme, l'ordre et la position. Ils disent en effet que les différences de l'être viennent de la configuration, de l'arrangement et de la tournure. Or, la configuration, c'est la forme, l'arrangement, c'est l'ordre, la tournure, c'est la position. Ainsi, A diffère de N par la forme, AN de NA par l'ordre, et Z de N par la position. Quant au mouvement, à ses lois et à sa cause, ils ont traité cette question très négligemment, comme les autres philosophes. Nos devanciers donc n'ont pas été plus loin sur ces deux genres de causes.